Bonjour, bonjour à toutes et tous, et particulièrement bonjour à toi Olivier. Merci infiniment de me rejoindre sur ce podcast aujourd'hui. Bonjour Adrien, merci beaucoup pour ton invitation. Un vrai plaisir. Ce que je te propose, c'est une question que j'aime bien commencer comme ça pour ouvrir le chemin. Si tu veux bien nous dire un peu en quelques mots, peut-être ta vie avant l'hypnose et avant l'accompagnement et l'influence que ça peut avoir sur ta pratique aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Effectivement, avant de me mettre à l'hypnose, moi je faisais déjà de l'accompagnement. Moi j'ai commencé ma carrière en tant qu'éducateur spécialisé. Et du coup, moi j'étais éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. En fait, j'accompagnais les enfants qui étaient en grande difficulté, qui étaient placés. C'est des enfants qui avaient été la plupart du temps maltraités par leurs parents, ou des situations dans lesquelles les parents étaient en grande difficulté et ne pouvaient pas s'occuper de leur enfant. Mais voilà, on accompagnait aussi des enfants qui étaient un peu sur le fil, donc en tout cas bien dans la délinquance, mais sur le fil entre pas loin de la prison. Donc c'était des fois un peu l'alternative à la prison pour les mineurs délinquants. Et donc moi j'ai travaillé en foyer, voilà, pendant pas mal d'années comme ça. Et puis, dans mon travail, à cette époque-là, je devais évidemment accompagner les enfants qui avaient déjà des parcours de vie qui étaient parfois hallucinants, avec des traumatismes vraiment costauds. Et on avait quand même pas mal d'enfants, hein. Dans le dossier du juge, hein, c'était écrit acte de torture et de barbarie de la part des parents. Donc des fois, c'est des choses qui sont vraiment costauds. Ouais. Et puis, moi, avec mes petites billes d'éducateur à l'époque, je faisais bien ce que je pouvais avec mes collègues. Et, euh, et puis, on travaillait aussi très souvent, en tout cas dès qu'on le pouvait, dans le cadre du retour à la maison. C'est-à-dire qu'on accompagnait les enfants, mais on était toujours en lien avec les parents, pour tenter de recréer le lien avec leur enfant, les amener à retrouver une posture parentale, quelque chose en tout cas voilà, qui puisse être sain. L'idée était vraiment de préserver le lien. Et ça a été le début de tout le reste en fait. Parce que en travaillant avec les parents, je me suis dit, moi j'ai beau être éducateur, avoir fait 3 ans de formation, je me sens complètement démuni. Parce que je vois qu'il y a énormément d'enjeux dans les relations. Il se passe plein de trucs pour les enfants. Ils ont envie d'aller avec leurs parents et en même temps ils n'en ont pas envie. Il me faut des billes supplémentaires. Et du coup, je me suis tourné vers la thérapie familiale systémique. Parce qu'à ce moment-là, en tout cas, je me suis dit, mais c'est génial, c'est vraiment ce qui va me permettre d'en savoir plus sur le fonctionnement d'une famille, comment ça marche, et puis pour mieux comprendre les enjeux relationnels. Qu'est-ce qui fait que des fois, dans une famille, on est pris, où on a l'impression qu'on a une place particulière ou qu'on est pris dans des relations. Donc j'ai commencé à me former à la thérapie familiale systémique, et puis dans le même temps, je me suis dit, il me faudrait des trucs concrets, quelque chose de concret aussi pour accompagner les émotions. Parce que, et puis pour aider ces enfants que j'accompagne, moi, des fois, à changer de comportement. Parce que ils avaient des comportements qui étaient des fois clairement pas du tout adaptés. Et, euh, et là, j'ai découvert l'hypnose. Et je me suis dit, mais c'est un outil qui est fabuleux. Enfin, en tout cas, qui a l'air fabuleux. À l'époque, c'est ce que je me disais. Puis, j'ai pas été déçu. Et, euh, et je me suis dit, tiens, si j'arrive à combiner quelque chose dans ma pratique entre la thérapie systémique, c'est-à-dire prendre en compte l'enfant, mais pas que l'enfant, mais aussi tout son environnement, et des outils qui me permettent d'accompagner l'enfant vraiment clairement dans son fonctionnement, dans ses fonctionnements, et puis dans ses émotions, ça commence à donner quelque chose de génial. Donc, je me suis formé à l'hypnose. Euh, et, euh, et puis, ensuite, je suis devenu assez rapidement formateur en hypnose et en thérapie familiale systémique. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de casquette. Je fais beaucoup d'hypnose, mais je reste un thérapeute familial aussi à côté. Donc, voilà, j'ai une pratique un peu entre les deux, complètement entre les deux. J'ai vraiment fait un mix dans ma pratique. Puis voilà. Donc, depuis, j'ai arrêté l'éducation spécialisée parce que je ne pouvais pas tout faire. Et, euh, et maintenant, j'interviens en cabinet à Rennes. Et, euh, et puis voilà, en gros, mon parcours, ce qui m'a amené à l'hypnose. Mm. Génial, et je suis obligé d'être sincère avec toi, je suis un peu jaloux. Parce que j'ai l'impression, et je pense que tu vas pouvoir nous éclairer de manière très précise, parce que c'est ta spécialité, j'ai l'impression que l'hypnose, c'est un excellent outil
intrapersonnel. C'est-à-dire que c'est efficace pour aider les gens à mieux modifier leur processus interne, leur manière de penser, leurs émotions, leurs ressentis. L'individu, il est inscrit dans des systèmes. Mm. Et donc, parfois, l'hypnose est très juste parce que le problème, il est à la personne, c'est son enjeu à elle. Je prends un exemple d'un enfant qui fait, c'est mon grand classique, mais un enfant qui se retrouve à faire pipi au lit, qui fait de l'énurésie, peut-être qu'il a des enjeux pour éduquer ses sphincters à rester fermés la nuit, et là, tu peux faire de la visualisation, tu fermes les robinets, tu mets des systèmes d'alarme dans le cerveau pour que ça le réveille qu'il aille aux toilettes. En revanche, si cet enfant, il se met à faire pipi au lit parce que dans sa famille, je sais pas, les parents sont en train de divorcer, et qu'il s'est rendu compte que s'il fait pipi au lit, papa et maman, d'un coup, ils sont à nouveau ensemble pour s'occuper de lui, tu peux mettre tous les robinets que tu veux dans son imaginaire, entre guillemets, ça risque d'être à côté de la plaque et ça pourrait même culpabiliser l'enfant en lui donnant l'impression que c'est lui qui serait responsable de sa situation personnelle, alors qu'en fait, il y a un enjeu systémique. Bruno Dalpalu, qui est un des formateurs dans l'institut dans lequel j'interviens, il parle du symptôme du sujet. Mm. Donc, l'hypnose est très appropriée, ou le sujet-symptôme, quand le sujet est le symptôme d'un système. Et j'ai l'impression, après je te laisse évidemment tout l'espace, que en tant qu'accompagnant, à minima, si on est capable d'identifier si effectivement le sujet est plutôt intrapersonnel ou s'il est systémique, ça nous permet d'éviter de culpabiliser ou d'être contre-productif en travaillant dans de l'intrapersonnel quand ce serait du systémique. Et là, toi, tu as carrément développé les deux compétences pour pouvoir accompagner et venir faire les interventions, je dirais, aux endroits où c'est pertinent. Donc, je sais pas trop quelle question je te pose. J'ai pris plus de temps que ce que je pensais. Mais en tout cas, voilà, c'était mettre les pieds dans le plat, entre guillemets, de cette richesse que je souhaite que tu nous partages aujourd'hui dans l'interview entre ces deux approches, comment elles se complètent. Et puis, on sait qu'il y a quand même pas mal de courants en thérapie familiale, en thérapie systémique. Je sais pas ce que ça t'inspire, ce que je viens d'évoquer, et puis ce que tu peux nous partager à ce sujet. Ouais, t'as complètement raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, un praticien en hypnose, il va être confronté il va accueillir des personnes qui vont avoir différentes problématiques. Et puis effectivement, parfois, effectivement, ces problématiques sont juste, entre guillemets, lui avec lui-même. C'est-à-dire que, et là, l'hypnose est totalement adaptée, on pourrait se dire, à ce niveau-là. Et puis, des fois, effectivement, il y a des enjeux qui sont complètement systémiques. Et tu prenais l'exemple de l'enfance, c'est un très bon exemple parce que c'est des choses qu'on va repérer assez fréquemment. Ça, c'est typique des enfants qui vont commencer à développer des symptômes un peu en réaction à un environnement qui est perturbé, tu vois, qui va pas très bien, et du coup, schlac, il y a un symptôme qui commence à apparaître. Alors, généralement, à ce moment-là, c'est juste un symptôme. Et puis, c'est pas forcément toujours très très grave, et souvent même, on n'y prête pas des masses attention. Les parents peuvent percevoir le truc, mais ce n'est pas encore un problème à ce stade-là. Euh, Ce qui risque de se passer ensuite, s'il y a un enjeu systémique, effectivement, c'est que l'enfant, il commence à s'habituer à avoir ce symptôme-là et que ça en devienne une habitude. Et un des risques à ce niveau-là, effectivement, c'est que ça en devienne une habitude, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour tout le groupe familial qui est autour. Et que ce qui va se passer, c'est une mécanique qui va faire qu'en fait, tout le monde va s'adapter et va adapter son comportement en fonction du symptôme de l'individu. Alors, tu prenais ton collègue qui parlait alors, je ne sais plus quelle formule tu t'as employé tout à l'heure, mais du symptôme, du patient symptôme ou quelque chose comme ça. Et du symptôme du sujet ou du Ouais. sujet-symptôme, sujet-symptôme. Ouais. Et c'est ça, alors des fois on va entendre parler de patients désignés ou d'enfants symptômes, quand c'est vraiment pour montrer qu'il y a une personne qui va porter le symptôme d'un dysfonctionnement familial. Tu vois. Ou Et systémique, si on est juste pour que nous, ça nous paraît peut-être évident. On a pris un exemple d'enfance et de famille. Ça mm, peut être évidemment dans des systèmes différents, des systèmes professionnels. Ça peut évidemment se jouer avec des adultes, hein. Voilà, juste pour bien clarifier cet ouais, exemple. c'est ça. Ça peut être au travail, ça peut être dans une équipe de travail, ça peut être entre amis, ça peut être voilà, à l'école, voilà, tout environnement. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée que finalement, l'individu n'est pas isolé. En fait, on vit en relation, on est en lien en permanence avec les autres. Et c'est ce que se sont dit on va dire un peu les premiers thérapeutes systémiques, qui se sont dit, finalement, en fait, on était habitué parce que, je sais pas, début 1900, il y avait quasiment que la psychanalyse, et c'était déjà très bien, hein, c'est bien qu'il y ait eu ça. Mais effectivement, l'accompagnement, il était
pour l'individu, uniquement centré sur l'individu, en se disant, en gros, je caricature vraiment grossièrement, mais en se disant en gros que bah, le sujet vivait des choses et puis qu'il fallait essayer d'aller à l'origine de ces choses-là pour essayer de comprendre cette mécanique et puis en espérant que ça change quelque chose. J'essaie je caricature un peu comme ça, mais bon. Et, euh, et puis, bah, petit à petit, il y a des thérapeutes qui se sont dit, il y a peut-être une part de vrai là-dedans. Mais il n'empêche qu'il y a un point qui est fondamental, c'est l'environnement. Et on ne pourrait pas prétendre pouvoir accompagner quelqu'un si on ne prend pas en compte son environnement, en fait. Alors évidemment, il y a bah, un grand thérapeute qu'on connaît tous, nous les hypnos, c'est Erickson, qui avait quand même déjà un peu cette approche-là, qui pensait déjà beaucoup à l'environnement et puis au sujet dans ses relations. Il y a plein de prescriptions de tâches d'Erickson qui sont quand même assez systémiques, qui sont vraiment orientées vers la relation, vers recréer du lien ou modifier les liens. Et il avait, il me semble, déjà une orientation un petit peu systémique. Et puis, on sait tous qu'il a inspiré énormément de monde, et notamment bah, toute la clique de Palo Alto, tous les grands chercheurs de Palo Alto qui se sont beaucoup inspirés de ses travaux, dirigés au début, en tout cas, beaucoup par Gregory Bateson, qui lui était anthropologue à la base. Lui, il s'intéressait à l'environnement, aux sociétés, aux groupes sociaux. Et en gros, l'idée, ça a été à cette époque-là de se dire, bah tiens, si on accompagne un individu, on est obligé de prendre en compte son groupe, son environnement. Et puis, il va falloir y rajouter aussi la communication parce que, en tant qu'individu, bah, pour pouvoir être en relation, on doit communiquer. Et que la communication, c'est une part qui est fondamentale dans, dans, dans ce qui se passe pour le sujet. Alors, à l'époque, effectivement, les thérapeutes se sont beaucoup orientés sur la recherche sur les troubles mentaux, notamment, où ils se sont dit, bah, ça peut être intéressant d'étudier les troubles mentaux des individus, mais c'est aussi intéressant d'étudier de quelle manière parfois l'environnement familial participe au maintien du trouble mental. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le patient désigné, qui finalement, à un moment donné, se retrouve à une place, à porter une problématique, euh, et que cette personne-là va avoir du mal à s'en dégager de cette problématique-là, parce que ça ne lui appartient pas, on va dire complètement, c'est aussi tenu par l'ensemble du groupe. Donc voilà, donc là, après, bah, effectivement, pour la petite histoire, enfin, rapidement, pour ceux qui découvrent un peu les approches systémiques, il y a eu plein de courants qui ont démarré par rapport à ça. Un autre courant dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les modes d'attachement, les systèmes d'attachement. Euh, les attachements sécures, insécures. À l'époque, c'était Bowlby qui était quand même un psychanalyste et qui s'en est dégagé aussi à un moment donné de la psychanalyse, qui s'est mis en opposition avec Mélanie Klein. Il travaillait avec elle et puis il s'est dit, mais finalement, euh, il manque quelque chose de fondamental. Et lui aussi, il parlait de l'environnement. Et lui, toute l'approche sur la théorie de l'attachement part aussi de ça, d'une vision systémique finalement, et de se dire, mais on est obligé de voir le sujet et sa manière de s'attacher aussi en fonction de la manière dont il a été en lien avec ses proches. Et puis dans les Juste pour, approches, excuse-moi, je t'interromps une seconde, juste pour bien clarifier, c'est comment, et j'ai une culture générale de ça, je suis pas encore suffisamment expert à mon goût, donc c'est plus pour vérifier auprès de toi et puis que tu puisses nous aider à préciser comment un individu dans les stades de développement assez précoces, dans le début de la vie, comment l'individu s'attache, développe les liens d'attachement avec du coup des figures d'attachement qui vont souvent être la mère ou les parents, et dans quelle mesure ça se joue. Si c'est sain, s'il y a de l'amour, s'il y a de la bienveillance, s'il y a du soin, l'individu va pouvoir se développer plutôt sainement. Et inversement, si je caricature et tu vas, je pense, pouvoir préciser ça, s'il y a un environnement toxique, du coup, il va y avoir un mode d'attachement qui sera du coup imprégné de cette toxicité et qui risque ensuite d'infuser les relations futures de la personne. ouais, c'est ça en gros. Alors des fois, c'est pas forcément toxique, hein, mais ça peut être une manière d'avoir été en lien ou de répondre aux attentes, aux besoins de l'enfant. De quelle manière finalement le parent va réagir aux besoins de l'enfant. Et en fonction de cette réaction-là, ça va développer un mode d'attachement, on pourrait dire, euh, que l'individu va garder une bonne partie de sa vie, en quelque sorte.
Et ça va jouer sur sa manière d'être en lien par la suite. Et C'est rigolo parce que j'ai enregistré une interview plus tôt aujourd'hui. Donc voilà, les éléments reviennent. Je sais pas pour les auditeurs, auditrices, si vous écoutez les différents épisodes, vous retrouverez probablement ça. Et du coup, un client qui, justement, je pense, a été victime d'un attachement assez insécurisant avec une maman notamment qui laissait peu de place et qui, quand il y avait un sentiment de s'exprimer ou d'exister, pouvait être violente verbalement ou physiquement. Et qui, du coup, avait développé, en tout cas là, dans l'approche en hypnose, pas mal de systèmes d'auto-sabotage. Je répète un peu ce que j'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Il disait, à un moment, il vient en séance comme ça, puis il me dit, ah, vous êtes fort quand même, hein. Alors, moi, j'ai l'impression de ramer parce qu'en fait, il déconstruit dès qu'il y a des choses qui marchent, tu vois. Et du coup, je questionne, pourquoi vous pensez ça? Il me dit, bah, moi, je viens, déjà, j'ai pas envie de venir. On voit bien que ça va faire bouger un système qui a pas trop envie de bouger, et c'est logique, une forme de protection et d'habitude. Et il dit, je vous mets des bâtons dans les roues, mais vous arrivez à chaque fois à les utiliser positivement. Et j'ai l'impression que mon mouvement interne serait de pouvoir d'avoir envie de le rejeter parce qu'il ne me rend pas la chose facile et il déconstruit tout ce qui commence à marcher. Mais si jamais j'avais fait ça, j'aurais probablement rejoué le mécanisme qu'il avait lui vécu de je te rejette. Et inversement, une posture d'accueil et de tranquillité lui a permis, justement, dans la sécurité, que ces mécanismes-là s'autorisent à évoluer. Et oui. Et c'est quand même, et effectivement, c'est notre travail de thérapeute, pour le coup, d'amener la personne à expérimenter une autre manière de s'attacher ou d'être en lien, en tout cas, et que ça puisse faire expérience, quoi. Donc, ouais, c'est passionnant. Alors après, effectivement, bah, il y a plein de courants dans les approches systémiques, un peu comme on disait, commençait à dire tout à l'heure. Et il y a l'approche, une des approches qui est assez connue, qui a été beaucoup développée bah, au départ par Batson, Jay Haley, puis Václavic, Nardone. Tout ça, ce sont des thérapeutes qui ont une approche, on va dire, stratégique, qui ont une manière d'utiliser le problème, le symptôme, avec cette idée que le symptôme, finalement, c'est un peu le problème, et que la manière que peuvent avoir les gens de tenter de résoudre leurs problèmes bah, ne fait qu'amplifier le problème ou le maintenir en tout cas en place. Et, euh, et donc ces thérapeutes-là vont avoir une approche qui est systémique en tout cas, mais qui va être d'une façon où ils vont utiliser le problème pour finalement prendre les choses à contre-pied complètement. Dis-moi si c'est ce genre d'exemple que tu as en tête. Quand les gens ont des pensées intrusives, souvent ils essayent d'éviter de les avoir, mais en essayant de les éviter, ils les ont d'autant plus. Et je crois que c'est dans une logique des troubles mentaux, justement, de Witzel et Nardone, qui est un excellent livre. Pour ceux qui nous écoutent, je vous encourage à le lire. Je pense que c'est une très bonne complémentarité avec le travail de l'hypnose. Dire, bah, au contraire, vous allez réserver un temps dédié tous les jours à avoir ces pensées. Ouais. Et du coup, en encourageant ce qu'on essayait de bloquer, c'est comme si on coupe l'herbe sous le pied du mécanisme et souvent le système s'autorégule. Alors, on a la limite de la systémique, je trouve, parce que là, ça peut être très interne, c'est une espèce de systémique interne en tout cas. Par contre, effectivement, il y a une approche stratégique où la tentative de solution euh, finalement rigidifier et amplifier le problème, et en faisant parfois quelque chose qui va être à l'inverse du bon sens, on va demander à la personne d'avoir volontairement ces pensées angoissantes, ça retourne la mécanique. Ouais, c'est ça. Et effectivement, finalement, c'est comme à chaque fois, il peut y avoir une mécanique qui est interne, et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément grand-chose de systémique. Et puis, ça peut être systémique, ça peut être relationnel aussi, ce truc-là. Tu as plein d'enfants, par exemple, moi j'en vois souvent des parents qui viennent en me disant, bah tiens, mon enfant fait des colères. Il est en colère tout le temps, on n'en peut plus, faites quelque chose, c'est insupportable. On a tenté la méditation, on a tenté la respiration, on a tenté les psychologues, on a tenté plein de choses. À l'école, on lui a dit aussi, on a fait des espaces pour qu'il arrête d'être en colère et puis machin. On pourrait se dire à ce moment-là, tout le monde s'organise pour qu'il n'y ait plus de colère. Et du coup, légitimement, les parents, ils viennent nous demander bah, de les aider à ce qu'il n'y ait plus de colère. Et le truc d'un thérapeute stratégique, ce serait de se dire, bah non, on va pas faire ça. Parce que si nous, on aide, entre guillemets, l'enfant à plus avoir de colère, on fait exactement ce que font déjà les parents. Et ce qu'ont fait tous les autres accompagnants avant, c'est de tenter qu'il n'y ait plus de colère. Qui n'a Et pas c'est marché. juste le problème. Donc du coup, l'idée, limite, elle serait d'encourager la colère. Ou de stimuler le fait que l'enfant puisse bah, avoir le droit d'être enfant en colère, quoi. Et généralement, ça règle le problème. Enfin, voilà. Alors après, chaque cas est différent, mais c'est un exemple que je donne là, hein. C'est pas comme ça que ça se passe à chaque fois. Mais c'est pour illustrer en tout cas le fait que des fois, ça peut être systémique aussi et que tout le monde entretient le même truc, quoi. Donc,
Donc voilà, ça, c'est les approches, on va dire, un peu stratégiques, en tout cas. Et puis voilà. Et puis après, il y a plein d'autres courants dans les approches systémiques. Un autre courant qui est assez fréquent et tous les thérapeutes familiaux ont été formés à ça normalement, c'est le courant structural. Donc l'approche structurale, ça a été Jay Ali, il a beaucoup travaillé sur cette approche-là aussi. Énormément même, il a beaucoup bossé avec quelqu'un qui s'appelait Minuchin, qui est un des grands thérapeutes, euh, et où là, l'idée, elle est de s'intéresser à, pas tant au sens du symptôme finalement, pas tant que ça, mais surtout à la structure, à l'organisation. En fait, là, l'idée, elle est de faire un zoom sur la manière dont les choses sont organisées, avec un peu cette idée que si on modifie la structure, bah, de fait, le symptôme va vivre différemment. Et l'idée, c'est de le faire disparaître. En fait, en jouant sur la structure, sur l'environnement, et en modifiant, en travaillant ce que lui, il appelle des frontières, les frontières relationnelles, bah, de fait, on va amener chaque personne à être en mouvement, et de fait, le symptôme va lui aussi être en mouvement, va disparaître. Donc ça, c'est une approche qui est très utilisée par les thérapeutes familiaux. C'est un courant hyper important. Et puis, Ok. il y a d'autres Je courants. t'interromps Ouais. une seconde, parce que je trouve ça passionnant et en même temps j'ai l'impression que c'est toujours plus facile de bien saisir avec des exemples concrets. Tu as Ouais. quelques exemples d'interventions structurelles ou structuralistes, je sais pas quel est le bon mot, mais Ah, je prends un petit exemple, c'est vraiment pour illustrer. Mais en même temps, c'est un exemple que j'ai vraiment, que j'ai vraiment vécu. Et, c'était un enfant que j'accompagnais. Et pareil, qui avait beaucoup d'émotions. Alors, juste pas forcément des colères, mais des fois de la tristesse. Il passait un peu d'une émotion à une autre. Ça allait un peu dans tous les sens, ce truc-là. Et puis, je l'avais accompagné une fois, deux fois, trois fois. Et puis, assez rapidement, en tout cas, je m'étais aperçu qu'il y avait quand même une difficulté en termes de communication avec les parents. Et en fait, ça passe pas. Ça passait pas. Ils arrivaient pas à se rejoindre, les parents avec leur enfant. Et, et, et puis, effectivement, alors c'était intéressant parce qu'en même temps, ils venaient dans mon cabinet et puis chacun s'exprimait à ce moment-là, mais avec du ras-le-bol, avec de la colère, parce qu'il y en avait juste marre de pas réussir à s'entendre, et puis les parents sont peut-être totalement démunis pour aider leur enfant. Et du coup, là, l'idée, elle était de travailler cette idée de frontière, hein, de communication, de passer de quelque chose qui était assez rigide à quelque chose d'un peu plus, on va appeler d'un peu plus clair, en tout cas, où l'information peut passer. Et puis, je m'étais aperçu il y avait pas mal de soucis à table, et qu'ils avaient une manière, ces gens-là, de prendre les repas ensemble, qui était un peu particulière. Ils étaient complètement alignés, ils étaient tous côte à côte. Et une des prescriptions que je leur ai fait, notamment, c'était de changer les places à table. En fait, qu'ils soient obligés d'être en face à face, et en tout cas pour pouvoir modifier les choses. Et alors, du coup, c'était super intéressant parce qu'ils l'ont fait. À ce moment-là, ils ont suivi la prescription. Et je l'ai encore, le dessin, d'ailleurs, il ne doit pas être très loin. La séance d'après, et l'enfant, il revient et il dit: «Je peux te faire un dessin, Olivier?» Et je dis: «Bah ouais, ouais.» Et là, il dessine une scène de eux à table, en train de parler. Enfin, en train de dîner et puis en train de parler. Et finalement, c'est de quelle manière on va jouer sur l'organisation à ce moment-là pour remettre les gens en mouvement, pour que petit à petit, ils puissent reprendre et retrouver, en gros, la possibilité de pouvoir communiquer. Et tu vois, en gros, de modifier l'organisation. Parce que ce sont des personnes, évidemment, qui avaient totalement la compétence pour pouvoir parler. Et la question, elle ne se pose pas. Mais ils n'y arrivaient pas. Ils étaient dans une organisation qui ne fonctionnait pas. Non, le changement des places à table, c'est assez rigolo, c'est assez intéressant de voir ce que ça génère dans le système. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont une grande famille, avec plusieurs enfants, bah, même s'il n'y en a que deux, hein, je dis ça, euh, tenter de changer les places à table, il y en a, c'est pas possible, hein. C'est compliqué parce que ça joue, ça change quelque chose. Ça change la manière d'être en relation avec les autres. Et bien évidemment, il peut y avoir une forme d'appropriation de cet espace. C'est à moi, c'est ma place, et du coup, je me l'approprie. Mais il peut aussi y avoir un enjeu relationnel à ce moment-là. C'est-à-dire que si je change de place, bah, de fait, je suis plus en relation de la même manière avec les autres personnes. Donc voilà un peu pour un petit exemple d'organisation, de structure.
Alors voilà, on va peut-être pas faire tous les courants, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont souvent utilisés. Il y a l'approche qu'on va appeler expérientielle, aussi existentielle, dans laquelle, avec des auteurs comme Virginia Satir notamment, qui ont beaucoup travaillé ces approches-là, dans lesquelles on va vraiment miser sur l'expérience, avec cette idée un peu que c'est par l'expérience que l'on apprend. Et là, pour le coup, je trouve que c'est très lié à l'hypnose. Et je trouve que c'est assez magnifique parce que nous, en hypnose, quand on accompagne quelqu'un, bah, on l'amène à faire l'expérience de quelque chose. Tu vois, un praticien qui fait une futurisation, souvent l'idée de la futurisation, elle va être de faire l'expérience que c'est possible d'agir de telle manière. Ou, bah, tiens, le sujet, il va se dire, bah, là, j'arrive à prendre la parole au boulot avec mon chef et je me rends compte que c'est possible. L'intérêt de l'hypnose à ce moment-là, d'amener le sujet à vivre une première expérience de quelque chose. Et donc, en tout cas, voilà, ces approches expérientielles-là, elles sont vraiment basées là-dessus, sur la manière dont sont vécues les émotions. Et puis là, ça fait des séances un peu particulières dans lesquelles il y a ce qu'ils appelaient des sculptures relationnelles, où on va mettre les gens en mouvement, à essayer de faire revivre les choses et tout ça. Et Et juste ouais, que je comprenne bien, là, l'idée, c'est de faire vivre des expériences en séance. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas chez Erickson, quelque chose de très fort. Et il y a euh, la pratique de l'hypnose, donc le moment dans la séance, ouais. éventuellement en intrapersonnel, et puis tout l'arsenal, je ne sais pas si la métaphore guerrière est la plus juste, mais en tout cas tous les outils de prescription de tâches. On va demander à la personne d'aller faire quelque chose qui va lui faire vivre une expérience différente. Il y a le grand classique pour quelqu'un qui aurait tendance à tout voir un peu pareil, Erickson qui lui demande d'aller trouver deux brins d'herbe qui soient exactement du même vert. Et quand tu fais l'expérience et que tu regardes vraiment avec de la finesse, tu te rends compte que toutes les teintes de vert sont différentes. Là, tel que tu le décris, et je sais que chez Nardone, Nardone, donc thérapie stratégique et systémique dont on parlait tout à l'heure, l'outil principal, c'est la prescription de tâches. C'est-à-dire tu crées une relation suffisamment forte et engagée pour que la personne te suive dans des prescriptions de tâches qui risquent d'être paradoxales, voire de la prescription de symptômes, pour que, en poussant le client ou le patient, suivant la casquette, à vivre, à agir différemment, il vit une expérience différente qui le reprogramme. Et nous, en hypnose, on a cette liberté, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais cette richesse que dans l'état hypnotique proche du rêve, on peut vivre des expériences avec la sécurité, puisqu'on n'est pas dans la vraie vie, mais on peut vivre des expériences différentes. Si dans un rêve, on est quelqu'un d'autre, alors, ça nous est tous arrivé de nous réveiller le matin et de douter pendant quelques instants de ce qui est de la réalité ou du rêve. Et le cerveau peut apprendre une espèce de modélisation ou un mimétisme. On peut apprendre d'expériences oniriques. Euh, et donc là, toi, tu disais, c'est sur le côté expérientiel, ça va être de créer dans la séance une expérience qui va modifier la structure du système. Ouais, ça peut être ça, ou qui peut permettre d'amener une forme de compréhension ou de décalage de point de vue, de décaler le point de vue ou ce que se raconte la personne de ce qu'elle a pu vivre. Et presque, comment dire, elle pourrait presque percevoir le point de vue de chaque personne Hmm. que tout le monde a pu percevoir, a pu vivre, en tout cas dans ce qui a pu se passer. Et On c'est là retrouve où, les positions perceptuelles de PNL, ce qui est logique, puisque ouais, Bandler et Grinder ont modélisé beaucoup Erickson et Satir. Fritz Perls, c'est un peu encore un voilà. peu différent, mais d'accord, ok, les liens se font, super. Et puis, et puis une autre approche aussi qui est très 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 utilisée, en tout cas que moi j'utilise beaucoup dans ma pratique, que ce soit dans la pratique de thérapie familiale ou d'hypnose, c'est les approches qu'on va appeler transgénérationnelles. Ok. Où là, on va s'intéresser à ce qui se passe et à la manière dont les choses se transmettent de génération en génération. C'est-à-dire que dans une famille, quand on arrive sur Terre, en gros, on arrive avec un petit bagage, plus ou moins rempli en fonction de la famille dans laquelle on vient, mais on arrive quand même avec quelque chose. Et puis, en tant qu'enfant, bah, notre objectif, il est quand même de faire partie intégrante de cette famille-là. On n'a qu'un seul objectif en tant qu'enfant quand on arrive sur Terre, en fait, c'est d'être aimé de nos parents. C'est ça qui nous permet de survivre, hein. Et donc, bah, on va grandir dans cette famille-là, on va intégrer les règles, le fonctionnement. Et puis, dans les courants transgénérationnels, on va s'intéresser beaucoup à différentes choses. Alors, il y a plein de concepts passionnants dans ces approches-là.
notamment dans ce qu'on appelle la thérapie contextuelle, qui est encore un courant thérapeutique très utilisé en systémie, dans lequel on va beaucoup s'intéresser aux mécanismes et aux enjeux de loyauté. Et ce qui fait que parfois, on va se retrouver loyal à quelque chose, même si on n'en a pas forcément envie. Là, par exemple, il y a plein de gens, et ça, tous les praticiens en hypnose le vivent en séance, et puis certainement même souvent personnellement. On peut avoir un fonctionnement, un comportement qu'on a toujours eu et qui est intégré dans la famille, ou un mécanisme familial qui est connu. On n'a pas du tout envie de l'avoir, mais on ne peut pas du tout s'en dégager. Et finalement, on est entre guillemets des fois un peu coincé dans un mécanisme parce que on n'est pas tout seul à avoir ce truc-là. C'est presque un fonctionnement familial. Est-ce que c'est l'exemple qui me frappe là en t'écoutant, est-ce que les personnes qui ont, par exemple, subi des violences du fait de leurs parents, par exemple, des parents qui ont été violents, que ce soit verbalement ou physiquement, euh, ça pourrait donner une explication, une hypothèse du fait qu'ils puissent eux-mêmes après se trouver à répéter ces schémas-là alors qu'ils en ont souffert, une espèce de, oui, de loyauté, comme si la structure, et ça reboucle un peu avec l'attachement quelque part, la structure de la famille ou des fonctionnements familiaux est internalisée, c'est comme si on la fait sienne, et même si on en a souffert, on pourrait se trouver à la répéter soi-même. C'est ce genre de situation dont tu parles? Alors ça peut être de la loyauté, mais le risque, ce serait d'interpréter ce genre de situation systématiquement comme de la loyauté, parce que ça peut être autre chose. Alors là, on arrive dans des concepts, je ne sais pas si on a le temps, mais comme des concepts, bon, alors là c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle de la légitimité destructrice, où potentiellement ça pourrait être justement l'inverse de la loyauté dans des situations comme ça. Par exemple, on pourrait avoir des adolescents qui justement ne voudraient pas faire le cadeau à leurs parents d'être suffisamment bons ou de réussir là, voilà, parce qu'ils n'auraient pas envie de leur faire ce cadeau-là. Une espèce de loyauté inversée, quoi. C'est ça, ouais, c'est tiens, j'inverse le truc, en fait, tu Et vois. du coup, si tu l'inverses, tu es encore agi, en tout cas, par la structure, quoi. Mais t'es agi par le système. Mm. Et donc, donc voilà, donc alors, la légitimité destructrice, c'est un concept un peu particulier, ça prendrait un peu de temps pour le développer, mais des fois, il y a des choses de cet ordre-là, quoi. Donc, C'est amusant que tu viennes sur la temporalité. Évidemment, c'est pas le cadre ici de cette interview d'aller dans la profondeur absolue, c'est beaucoup trop riche. Euh, Moi, je rêve dans un monde idéal où j'aurais tout le temps et tout l'argent du monde et du coup de pouvoir me former à plein de choses. J'avais regardé, il y a certaines écoles qui proposent des formations certifiantes, notamment en approche systémique pour être thérapeute systémicien. Toi, je sais que tu es formateur à la fois en hypnose et en approche stratégique et systémique. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sont plutôt des hypnos, qui donc sont plus familiers avec, on va dire, la systémique interne, les différentes parties de soi, la structure des habitudes, des émotions. Là, tu nous éclaires une systémique externe, à la fois dans le temps présent, dans cette vie-là, et puis après du transgénérationnel. Donc euh, on touche du doigt une complexité qu'on va pas résoudre. Je sais pas si d'ailleurs elle se résout, mais on va certainement pas la résoudre ensemble aujourd'hui. En revanche, euh, alors, je suis pas trop au clair sur ma question, mais euh, quelle piste tu peux donner à des gens qui sont plus formés sur l'hypnose et le travail intrapersonnel, à la fois, bon, tu as nommé des lectures, toi tu fais des formations, donc c'est aussi, c'est quand même un travail qui prend du temps, notamment d'intégrer vraiment, là, enfin, je veux dire, tu as évoqué un certain nombre de courants, euh, c'est sûr que ça va pas se maîtriser en une fraction de seconde, mais voilà, je sais pas, des portes d'entrée ou des débuts de pistes pour, si jamais les gens qui nous écoutent sont curieux, commencer à se familiariser avec l'approche systémique. Et puis après, évidemment, charge à chacun d'aller explorer et se former plus en profondeur s'il y a une envie, une appétence pour maîtriser ces enjeux-là. ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, on peut pas tout faire. Et on peut pas il y a tellement d'approches passionnantes. Et effectivement, le risque, c'est d'aller dans tous les sens, d'être un peu tous azimuts, et puis finalement, de rien maîtriser complètement non plus, quoi. Et les approches systémiques, effectivement, les formations sont généralement assez longues. Un thérapeute familial, il faut quand même se compter 4-5 ans. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. pour se former. Alors, par contre, et je pense qu'il y a quand même la possibilité.
d'apprendre quelques concepts clés qui me semblent vraiment utiles pour les prates en hypnose. Moi, j'ai formé beaucoup de personnes sur des temps courts, sur des 3, 4, 5 jours, à certains concepts systémiques, ceux qu'on va retrouver le plus en fait quand on fait un accompagnement en hypnose. Moi, je propose ça à Rennes d'ailleurs de temps en temps, des petits stages en fait de 5 jours sur les principaux courants systémiques et comment les utiliser pour un praticien en hypnose, parce qu'on va voir que ça va venir modifier notre manière d'organiser nos protocoles. Et puis nos stratégies d'accompagnement sont plus les mêmes. On va jouer sur la posture, on va jouer sur la manière de communiquer. Et puis, Et oui, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais on fait système avec le client. ah bah c'est ça. Donc finalement, mécaniquement, même un accompagnement hypnotique un peu classique, on Ouais. est déjà en train on crée un nouveau système et du coup, il y a nécessairement de la systémique. Et oui, Ah. exactement. Tu vas pas nous donner le contenu de tes formations, mais j'imagine que ouais, je pense la stratégie de la générosité est toujours assez chouette. Ça serait peut-être même une forme de teaser, entre guillemets, mais justement, si tu peux nous donner un peu de matière sur ces concepts clés en approche systémique qui viennent compléter ou en tout cas donner du volume à l'approche hypnotique. Ouais, complètement. Voilà, il y a plusieurs trucs. Euh, Déjà, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, bah, en tant qu'accompagnant, on fait partie du truc. Alors, tu vois, là aussi, des fois, on entend que bah, le thérapeute, il est totalement neutre, il est un peu extérieur, et que si les gens ils changent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de changer ou des choses comme ça. Alors ça, c'est inaudible pour un thérapeute stratégique, pour le coup. C'est en gros, si les gens ils changent pas, c'est que t'as été mauvais. En gros, tu as une mauvaise stratégie et t'as pas su l'accompagner, t'as pas su bien faire. C'est quand même souvent ce qui va être mis en avant. Ah, j'avais compris l'inverse dans ce que tu as dit, mais probablement qu'on peut défendre d'ailleurs les deux points de vue qui sont un peu extrêmes et fallacieux. Si la personne ne change pas, c'est qu'elle ne veut pas changer, donc là, l'accompagnant ne se remettrait pas en cause. Et toi, tu disais l'inverse, si la personne n'a pas changé, je me charge de la responsabilité de ne pas avoir trouvé la bonne stratégie thérapeutique. Ouais. C'est qu'a priori, on a peut-être pas su accompagner cette personne-là, ou il y a peut-être des choses qui nous ont échappé. Ce qui peut se défendre. Ce qui se défend, je pense, ouais. Et alors, Je excuse-moi, je pense t'ai que ça se défend en interrompu. tout cas. Mais ça, effectivement, c'est des débats. Et parce que si la personne ne change pas, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas les clés et que nous, on n'a peut-être pas su l'aider à les trouver, tu vois. Et c'est une possibilité. Maintenant, après que de temps en temps, il y a des personnes qui viennent et qui viennent en réalité à reculons, ça c'est vrai aussi. C'est aussi une réalité, ça peut arriver. Et dans ce cas, bah, effectivement, en fait, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de réelle envie de changement. Tu vois. Et sans se cacher derrière son petit doigt, on peut imaginer, j'ai un cas qui m'est venu en tête, où paradoxalement, le fait de mettre l'accompagnant ou de mettre l'accompagnement en échec peut être ce dont la personne a vraiment besoin. Exactement. Il faut se méfier de ça parce que du coup, on Ouais. pourrait se déresponsabiliser. Et c'est là où on touche aussi la complexité de ces métiers, Mm. où si jamais il y avait une réponse simple, ça se saurait, quoi. Et oui. Mais en tout cas, ça a été un axe de travail des systémiciens. C'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle d'un courant de la seconde cybernétique. Mais où ils se sont dit, mais finalement, le, le thérapeute fait partie du système. Donc en fait, on fait partie du truc, du système, et, et donc autant s'utiliser en tant que thérapeute. Et autant assumer clairement que de toute façon, on ne peut pas y échapper, on y est. Donc autant assumer, et puis voilà. Alors, ouais, pour revenir sur ce qui peut être intéressant d'appliquer comme concept ou comme idée pour un thérapeute, pour un praticien en hypnose, alors, il y a pas mal de trucs. Déjà, moi, ce qui m'a passionné, moi, quand j'ai découvert toutes ces approches-là, ce sont les différents modes de communication. De quelle manière, finalement, on a appris à communiquer dans notre famille et quels sont les enjeux de la communication. Ça va être différent d'une personne à l'autre, mais on va vite s'apercevoir que bah, il y a des familles dans lesquelles, par exemple, bah, on ne se parle pas trop. On ne dit pas les choses. On ne peut pas trop nommer, c'est compliqué. On pourrait parler les élections, je ne sais pas trop, peut-être pas, c'est peut-être un peu tendu, mais on pourrait parler de plein de sujets. Mais dès que ça va toucher à l'émotion, dès que ça va toucher à un sujet propre à la personne, alors là, c'est plus possible, c'est limite la fuite.
et on va vraiment pas mettre les pieds dans le plat. Et on voit plein de gens qui viennent nous voir en disant, bah tiens, j'ai jamais vraiment eu une discussion avec ma mère ou avec mon père. Je sais pas ce que mon père y pense. On m'a même jamais dit je t'aime. Et c'est terrible. Parce que je pense qu'il m'aime, mais en même temps, j'ai le doute. Enfin, je rêverais de l'entendre au moins une fois dans ma vie. On entend souvent ce genre de truc. Et, et, et puis, bah, des fois, ces personnes-là, elles ont appris assez tôt aussi qu'il fallait pas parler. Comme s'il y avait un enjeu, tu vois, une difficulté à nommer les choses. Et on pourrait se dire, bah, ça aussi, ça doit jouer un peu sur notre posture et notre manière de pratiquer. Parce que si nous, on arrive des fois avec nos grands chevaux et se dire, bah, tiens, on va mettre des mots sur à peu près tout, mais que la personne, elle a appris que en fait, c'est dangereux de dire les choses et de parler, en fait, on est en train de la confronter à quelque chose qui est terrible pour elle à ce moment-là. Et puis même, si on allait un peu trop vite, entre guillemets, en lui disant, bah, tiens, on va faire une séance d'hypnose pour le changement, comme ça, vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez envie de dire à vos parents, bah, en fait, ça risquerait de potentiellement de faire exploser le truc, parce qu'en fait, ça va trop vite, trop loin, en fait. Et l'idée, elle est d'utiliser le système pour pouvoir amener les gens à apprendre à pouvoir communiquer en sécurité. Donc finalement, là, on va vraiment développer notre stratégie d'accompagnement en fonction des enjeux de communication notamment. Et puis, ça va jouer sur notre manière de guider nos protocoles. Et puis, la stratégie d'accompagnement, tout simplement. Tu vois, les prescriptions de tâches et tout, on va plus les faire de la même manière. Ça, c'est un des points. Je parlais tout à l'heure de la loyauté. Moi, c'est un point qui me semble hyper, hyper, hyper important. Parce que des fois, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques en cabinet qu'on peut accompagner. Et des fois, il y a des enjeux de loyauté qui sont très forts derrière. Et tu vois, si on se dit qu'on est loyal à nos parents, à notre famille, en tout cas au départ, bah, peut-être que des fois, ça peut avoir tendance à nous poursuivre même à l'âge adulte. Et c'est ce qui fait que parfois, bah, on a du mal à changer et on peut faire effectivement tous les accompagnements internes, tu Mhm. vois, avec des parts et ça prend pas, ça passe pas parce que finalement, il y a un enjeu qui va au-delà de ça. Il y a un enjeu de relation et si on est loyal à un système familial, bah, ce serait déloyal du coup de changer. Et c'est ça qui est terrible, c'est que parfois les gens ont une profonde envie d'évoluer et de changer et d'avoir un nouveau comportement. Mais c'est un peu comme s'ils avaient un programme interne qui disait, si tu changes, tu es déloyal au groupe. Et on a quand même un truc, nous les humains, on n'est pas fait pour vivre tout seul. On est fait Ouais. pour vivre en lien, en relation. Et on peut vite avoir une petite loupiote qui s'allume en disant, ah, qu'est-ce que ça pourrait risquer de faire si je change? Qu'est-ce que mes parents pourraient se dire de moi et s'ils étaient déçus? Et enfin voilà. Alors des fois c'est conscient, des fois les gens ils se le disent vraiment. Et puis des fois c'est un peu inconscient, mais ça existe quand même. Et, et il me semble que un thérapeute, un praticien en hypnose, bah, ça me semble essentiel d'avoir des notions quelles sont les différentes loyautés qui existent, les différents enjeux de loyauté, et puis comment les travailler. Comment finalement amener le sujet à percevoir que, en fait, souvent c'est ce qu'on va faire, on va retourner le truc. On va l'amener à percevoir que, en fait, il peut changer et que ce changement lui permet de rester loyal à sa famille. Et là, on arrive à avoir un changement de comportement qui est pour le coup pleinement écologique parce qu'il est respectueux de l'environnement et du système. Et généralement, ce changement-là, il va avoir un effet en plus sur l'intégralité du système. C'est que souvent, on s'aperçoit que quand il y en a un qui bouge, bah ça, c'est la mécanique de l'homéostasie, on n'en a pas parlé. Mais les systèmes familiaux, ils aiment bien être à l'équilibre, ils aiment bien être organisés et puis stables. Et s'il y en a un qui bouge, hop, tout le système va bouger lui aussi pour accompagner le mouvement. Ça ou l'inverse, tout le système pourrait faire en sorte de faire revenir le premier élément à la situation initiale pour garder son homéostasie initiale. Oui, Ce qui et rend c'est difficile le fait de changer quand on reste dans un système qui, lui, ne veut pas changer. ouais, c'est ça. Et puis ça, on va toucher à ce moment-là à ce qu'on disait au début de l'entretien, au concept souvent de patient désigné. C'est-à-dire que quand il y a une résistance du système au mouvement, ben en fait, ça va se cristalliser, clac, ça va se bloquer, ça va entre guillemets un peu maintenir le sujet dans un fonctionnement, dans un comportement, et, euh, et la personne ne peut plus trop s'en dépatouiller. Parce qu'en fait, tout s'est réorganisé autour de ça, et plus personne n'a d'intérêt à ce que ça change, tu vois.
Et c'est pour ça que des fois, on peut voir des gens en cabinet qui disent bah, j'ai l'impression que je suis coincé, ou j'ai toujours été mis à cette place-là. Et il y a une part d'injustice là-dedans. J'ai toujours été comme ça et tout le monde a ce fonctionnement avec moi. J'ai l'impression que toute ma vie, je serai celui ou celle qui doit avoir tel comportement. Mm. Je suis le chieur de la famille, ou je suis celui qui doit mettre les pieds dans le plat, ou je suis celui qu'on va critiquer tout le temps, en fait, qui fait toujours mal, ou je suis celui ou celle qui, tu vois, comme s'il y avait une place qui était marquée, les gens, c'est comme un marqueur, c'est indélébile, les gens, ils n'arrivent plus à s'en dépatouiller de ce truc-là. Ils sont complètement enfermés là-dedans. Donc voilà, donc notre idée, elle va être à ce moment-là, pour un systémicien, ça va être bah, d'amorcer un mouvement, mais en prenant en compte le système. Si on amène la personne à changer toute seule, ça risque d'être un peu au forceps et d'être tellement souffrant que il va y avoir un retour en arrière parce que ce sera trop complexe en fait. Alors je parlais d'homéostasie, c'est vraiment cette mécanique de maintenir un système à l'équilibre. Et c'est un peu comme si, dans nos fonctionnements familiaux, et on est a priori peut-être tous là-dedans, bah, on a une organisation. Et on va toujours faire en sorte de résister à ce qui pourrait venir nous perturber. Tu vois, que ce soit quelque chose qui vienne de la famille. Alors, je ne sais pas si, par exemple, il y a un des membres de la famille qui est gravement malade, et ben, on va se réorganiser pour essayer de maintenir le maximum de cohésion possible, que ça vienne perturber l'organisation familiale le moins possible. S'il y a quelque chose qui est extérieur au système, un Covid par exemple, et ben là aussi, la famille elle va se réorganiser pour tenter de freiner un peu ce qui pourrait venir perturber l'organisation familiale. Alors souvent, ça se passe super bien, et puis en fait, personne n'y voit que du feu, et puis bah, des fois, clac, il se passe un truc qui fait que on va commencer il y a un symptôme qui va commencer à apparaître chez un des membres de la famille, et puis bah, on va presque l'identifier, cette personne-là, à ce moment-là. Alors après de ça, des fois, c'est quand même une notion qui est à prendre avec un peu de pincettes, parce que il faudrait pas tout percevoir non plus, probablement sous cet angle-là de l'homéostasie, et puis du fait que finalement tout le monde a un effet sur ce qui se passe. Je pense par exemple aux enfants bah, qui sont battus. Tu vois, un bébé qui naît et puis qui est maltraité dès la naissance, il a rien demandé à personne, c'est juste une victime. Hein, il y a pas, il y a pas. Je dis ça parce que des fois les gens se disent ah bah mince, je suis un peu coupable de ce qui m'arrive aussi parce que j'y participe, tu vois. Et alors des fois ça peut être vrai, mais des fois peut-être pas. Des fois c'est juste une histoire d'injustice totale et de victime, quoi. Mm. Je pars un peu dans tous les sens. Je Non, sais pas si c'est clair alors, ce que je raconte, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée pour, tu vois, d'amener les praticiens en hypnose. Moi, ça me semble hyper important à avoir quelques notions clés en tête. La notion que bah, on est en lien avec nos familles et que de fait, ça a un effet. Qu'on a appris à communiquer d'une certaine manière et que ce mode de communication, bah, il va avoir tendance à nous suivre. Euh, Ça, c'est hyper important que bah, il y a une structure, c'est organisé, et puis que petit à petit, l'idée, elle va être de jouer sur l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne change pas tout seul. Quand on change, ça a un effet sur l'environnement. Il faut le prendre en compte, ce truc-là, quoi. Tu vois. et parfois d'inviter nos clients à conscientiser que leur changement peut avoir un impact sur le système. Je sais pas, je prends un exemple, une personne qui veut arrêter de fumer et en fait, la clope le soir avec son conjoint sur le balcon, c'est le seul moment d'intimité qu'ils ont. Et C'est donc, ça. est-ce que le conjoint va être capable de rester fumeur et quand même d'avoir de l'intimité en respectant le fait que l'autre soit non-fumeur? Est-ce que le conjoint va arrêter de fumer? Ou est-ce qu'au contraire, la personne va se remettre à fumer pour maintenir cette intimité? Ou aussi un scénario possible, c'est qu'il y ait une séparation. Et j'ai l'impression que, évidemment, c'est pas à nous en tant qu'accompagnants de faire ces choix-là. En revanche, de- quand ces enjeux-là s'éclairent dans l'accompagnement, eh bien, de pouvoir en tout cas explorer avec la personne ce qui est acceptable. Et il peut arriver d'ailleurs que certaines personnes finalement décident de ne pas travailler sur leur objectif parce que la loyauté ou l'appartenance au système est finalement plus importante qu'avoir une hygiène de vie plus saine, en l'occurrence dans cet exemple, quoi. Ouais, c'est un excellent exemple. Mais tu vois, cet exemple bah, de la cigarette sur le balcon le soir, et que c'est le seul moment où on peut se retrouver et puis discuter avec son mari ou sa femme, c'est assez fréquent. Ah oui. Et du coup, peut-être qu'avant d'essayer de faire n'importe quel type de changement de comportement,
Le premier truc, c'est de travailler comment vous allez faire pour continuer d'être en lien sans la cigarette. Si, Et si tant est que tu es identifié que la cigarette jouait ce rôle-là c'est ça. dans ce système-là, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, les gens me disent, bon, ça, c'est pas un problème. De toute façon, je vais faire tel truc, et puis voilà. Si par contre c'est important et qu'on sent que c'est vraiment marqué, que c'est un rituel qui est hyper fort à ce moment-là, que c'est le seul moment qu'ils ont trouvé les gens pour avoir un moment juste à eux, sans les enfants qui braillent ou je sais pas quoi, celui-là, il faut vraiment le prendre en compte. Ça va au-delà de la cigarette en fait. C'est un temps de retrouvailles. Tu vois. Et, et aller trop vite dans un changement de comportement et presque tenter de faire arrêter la cigarette à ce moment-là, ça pourrait presque avoir un effet néfaste en fait. Donc, Et euh, ça signifie, si je comprends bien ton travail, que dans l'approche systémique, j'ai l'impression qu'on confusionne un petit, qu'il y a une petite confusion entre systémique et stratégique. J'ai l'impression que c'est deux choses qui se complètent bien, mais qui sont un peu différentes. Euh, il y a à la fois des grilles de lecture, c'est-à-dire des manières d'interpréter la situation pour vérifier s'il s'agit plutôt de quelque chose d'interne à la personne ou de systémique, et des outils d'intervention, type prescription de tâches, qui peuvent impliquer le système, etc. De sorte à ce que toi, sur ta, entre guillemets, entre tes lunettes pour comprendre ce qui se passe et tes outils pour intervenir, tu vas avoir une espèce de palette où tu peux te dire, tiens, là, j'ai peut-être plutôt faire un changement de comportement parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu systémique, la personne, elle a juste de mauvaises habitudes. Ou alors, tiens, je me rends compte que là, il y a des enjeux de loyauté, et donc je vais aller voir comment la personne peut rester loyale à sa famille tout en changeant son habitude. Euh, ouais, Ça ressemble un peu à ce qui se passe dans ta pratique. ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les outils du praticien en hypnose, en fait, on les garde. Ils sont super. Et puis, moi, je continue de les utiliser, hein. Moi, il y a des choses que j'ai appris, je pense, c'est les premiers jours de mes formations que j'utilise encore aujourd'hui et qui sont hyper chouettes et fonctionnelles. Et en même temps, des fois, je me suis aussi aperçu que ça suffisait pas parce il y avait tellement d'enjeux derrière que c'était nécessaire d'avoir, un, des clés de compréhension, deux, de pouvoir partager ça des fois aussi avec les gens, de pouvoir partager ces hypothèses-là avec eux parce que il y a plein de personnes qui vont nous dire mais merci, enfin, ça y est, j'ai une idée de ce qui a pu se passer. Ce n'est pas une certitude, on fait que des hypothèses, mais, euh, mais c'est intéressant d'ouvrir le champ des hypothèses, en tout cas des fois aussi dans l'accompagnement. Et du coup, ça permet quand même les approches systémiques de cibler vraiment plus et d'être beaucoup plus stratégique dans notre accompagnement. Alors tout à l'heure, tu parles de la confusion qu'il peut y avoir avec la stratégie. La stratégie, il faut l'entendre sous deux trucs différents. Euh, c'est être stratège dans notre manière de faire, donc avoir une stratégie dans notre accompagnement. Ça, c'est une chose en soi. Et c'est différent de la thérapie stratégique, qui est un courant systémique. Oui, ok, donc ça éclaire la confusion. La thérapie stratégique, c'est un courant systémique, comme la thérapie structurale, comme la thérapie contextuelle, comme l'approche expérientielle, voilà. Tout ça, ce sont des courants systémiques. Euh, et tout ça participe à développer une stratégie d'accompagnement. Voilà. Qui, je trouve, est un des gros enjeux parce que sur des formations assez courtes, en général, c'est une trentaine de jours les formations en hypnose, Ouais. euh, entre l'acquisition de l'outil, la technique hypnotique, c'est déjà quand même un gros morceau, des enjeux de posture en tant qu'accompagnant, et probablement que le développement de stratégies d'accompagnement, bon, si tu regardes en Gestalt, c'est des accompagnements longs, je pense que les formations systémiques, c'est des accompagnements longs. Malheureusement, c'est développer une approche stratégique dans ces accompagnements est quelque chose qui prend un peu de temps. J'ai quelque chose qui m'occupe un peu d'espace dans l'esprit. Du coup, je te le partage pour voir un peu comment ça résonne. J'ai l'impression que, parce que moi, je suis formateur en hypnose, donc du coup, c'est ce que je connais vraiment. Le reste, j'ai de la curiosité, j'ai lu des bouquins, etc. Donc, ça me permet de te renvoyer la balle, mais je ne suis pas dans une maîtrise professionnelle, malheureusement pas encore sur les enjeux de thérapie stratégique et systémique. J'ai l'impression que en hypnose, quand on fait un accompagnement du coup intrapersonnel, qui peut être d'ailleurs parfois assez comment dire, symptomatique. Tu as de la colère, tu changes la couleur de la colère et puis tu regardes ce que ça donne. Si ça marche très bien, quelque chose de très simple, c'était juste un ajustement, un réglage, une mauvaise habitude qui méritait de se mettre à jour, pas de problème. Et ça vaut le coup de tester quelque chose de simple.
de pas forcément partir dans des trucs trop complexes. Ah oui. Et on a la chance de pouvoir un peu tâtonner, quoi. C'est-à-dire que si ça marche, le truc simple, l'approche la plus simple fonctionne très bien. Puis si ça fonctionne pas, moi j'ai un peu j'ai trois hypothèses pour ensuite avancer. Il y en a une, ce serait que le symptôme est en fait un peu un écran de fumée. On parle d'émotion secondaire, un symptôme qui en cache un autre. On prend l'exemple assez classique dans notre société. Les hommes, c'est bienvenu qu'on soit en colère. Par Mhm. contre, ressentir et exprimer de la tristesse, c'est vu comme de la faiblesse. On ne peut pas trop pleurer. Et inversement, les femmes, c'est bien vu qu'elles soient tristes, mais quand elles sont en colère, elles sont hystériques. Donc il Mhm. arrive que des hommes viennent avec de la colère, alors qu'en fait, le problème, c'est de la tristesse. Et que des femmes viennent avec de la tristesse, alors que ce qui a besoin de pouvoir bouger, c'est la colère. Et donc, tant qu'on travaille en superficie, ben, en fait, on est un peu en train de pisser dans un violon, et ça, en général, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un des axes. Quand l'approche un peu symptomatique n'a pas marché, on peut aller explorer ce qui peut se cacher derrière. Euh, un autre éclairage, pour moi, ça va être l'enjeu des traumas. C'est-à-dire que si jamais les difficultés sont des échos ou des manières comment dire, euh, de ne pas revivre le trauma, ou en tout cas de se protéger des résidus du trauma, bah, tu peux essayer de faire. Je travaille avec une personne en ce moment qui a des gros TOC. euh, les TOC, c'est une manière de se rassurer, et elle est très consciente, elle a eu des expériences où elle a mis en lumière le fait qu'il y a eu des abus très importants dans son enfance et tout ça. Et du coup, on voit bien que si on essayait absolument de faire bouger le système, il y a trop de menaces et trop de souffrances à l'intérieur pour qu'on puisse faire bouger la carapace. Donc quand ça bouge pas, ça peut être aussi un indicateur, et à mon sens, je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose que tu as fait, être formé en traumatologie, en accompagnement des traumatismes, au moins avoir une connaissance des enjeux et des grands axes me paraît important parce que même un arrêt du tabac ou un rongeage d'ongles, peu importe, ça peut être une porte d'entrée ou en tout cas une protection, une superficie de quelque chose de plus profond, tout ça n'étant bien sûr que des hypothèses. Et là où ça nous concerne plus directement par rapport au podcast d'aujourd'hui, euh, si les enjeux sont systémiques, quand tu travailles sur de l'intrapersonnel, tu essayes de faire bouger les choses. Si ça n'a pas bougé, c'est peut-être parce qu'on est en train de chercher nos clés sous le lampadaire. C'est parce que c'est Mhm. là qu'il y a de la lumière, mais en fait, les clés, on les a perdues plus haut dans la rue, quoi. C'est ça, exactement. Mais effectivement, tu as complètement raison. C'est intéressant aussi de tester, bah, de pas forcément aller chercher dans tous les sens au départ aussi, parce que c'est aussi, voilà, des fois le changement, ils peuvent venir assez rapidement. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément une cause familiale, systémique, transgénérationnelle. Des fois, pas du tout nécessaire, quoi. Mais Tu, par contre, des fois, on sent que ça résiste. On sent qu'il y a un truc qui bloque. On sent il y a un enjeu. Et là, ça a du sens. Tu vois. Et là, ça a vraiment du sens. et on n'est pas à l'abri que, en faisant ce travail intrapersonnel, le système fasse bouger son homéostasie et qu'on Mm. fasse un travail systémique presque malgré nous. Il est assez probable que les accompagnants en hypnose qui n'avaient peut-être pas ces éclairages-là aient finalement fait des accompagnements plus systémiques que ce qu'ils ne savaient, parce que Mm. quand la personne change, tu disais, le système change mécaniquement, quoi. C'est ça. Et oui, ça a un effet sur le reste de l'environnement, sur l'environnement, quoi. Et, Génial. Au-delà, bien sûr, ça me fait rêver de venir me former à ton contact, au-delà de venir se former avec toi. écoute, tu viens, tu peux venir en octobre. Il y a une petite session en octobre. Ah bah écoute, en tout cas, je mettrai bien sûr les liens dans les commentaires du podcast et tout ça. Étant jeune papa, je me Et méfie oui. de mon enthousiasme et du côté réaliste des déplacements et tout ça, mais ça, c'est mon enjeu personnel. J'encourage les gens qui nous écoutent à les regarder. Euh, Est-ce que... Ouais, je sais pas si t'as une ou quelques lectures ou je sais pas des vidéos, les choses qui toi te paraissent les plus accessibles et les plus opérationnelles pour des gens qui seraient curieux de creuser un peu ces éléments-là. Ouais, il y a des livres qui sont super bien faits. Je pense à Moni El-Kaïm, Comment survivre à sa propre famille. C'est un petit bouquin qui est génial, qui explique super bien des mécanismes familiaux. Et puis en plus, c'est un personnage. Bah, lui, d'ailleurs, il y a des vidéos de Moni El-Kaïm aussi qui sont super chouettes, que vous pouvez vraiment, que tout le monde peut lire et regarder. C'est passionnant. Il y a pour ceux qui sont intéressés plus au côté thérapie stratégique, bah, il y a quand même pas mal de bouquins de Václavic qui sont super chouettes. Et là aussi, qui expliquent bien un peu la pensée stratégique à ce moment-là. Et comment créer votre propre malheur, j'ai de mémoire. Ouais, c'est ça, ou stratégie de la thérapie brève, qui est bien fait aussi, qui est très bon. Euh,
pour ceux, et ça j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, voire pas du tout, mais il y a encore d'autres courants et d'autres philosophies de l'accompagnement qui sont pas du tout stratégiques, qui sont vraiment orientées solutions. Et d'ailleurs, moi, ayant une approche ericksonienne, je suis plutôt très orienté solution. Et, et là, il y a Pour une thérapie brève de Lucas Barth et Marie-Christine Cavier qui est super chouette et qui explique vraiment toute la philosophie de l'accompagnement. Je trouve ça passionnant. Et C'est pour rigolo. quelqu'un qui est formé à l'hypnose, ça fait du sens tout de suite. C'est la même manière de penser. Juste dans un fil là sur Facebook tout à l'heure, j'ai repartagé en photo un autre bouquin qui est Thérapie brève et alliance stratégique, je crois, pareil de Luc Isabert, et qui parle Ouais. beaucoup justement de la posture et de l'alliance. Et on Mm. sait que c'est un des éléments, on en parlait encore dans le Ah podcast bah, je l'ai, ce celui-là matin, d'ailleurs. C'est celui-là, attends. le Bouge bleu, pas. là, bleu et blanc. Bah, improbable que tu l'aies sous la main, c'est celui-là. C'est Génial. dingue. C'est dingue. Là, c'est pour que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que pour le podcast enregistré en audio, vous n'aurez pas l'image, Ouais. mais vous savez qu'il nous a montré le livre. C'était pas préparé avec le Ouais, c'est- on parlait aussi, oui, des facteurs communs aux différentes approches thérapeutiques et la qualité de l'alliance et de la relation thérapeutique. Il semblerait que la technique en elle-même joue pour 15%, c'est ce qu'on disait comme chiffre Mm. ce matin. Donc c'est vrai que, euh, évidemment, l'hypnose est géniale et en même temps, peut-être que ça joue moins que ce qu'on imagine dans les process de changement. Euh, Et c'est passionnant. Et ces deux bouquins-là, moi, je peux que vous encourager tout le monde à les lire. Alors, moi, j'ai été formé par Marie-Christine Cabier, ok. notamment, entre autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et, ouais, Il y a une question que j'ai pas osé te poser au début et qui finalement peut-être trouve son sens maintenant. Pour les gens qui ne sont que hypno, ouais, on a, et qui sont souvent en reconversion aussi d'ailleurs, des enjeux de légitimité et d'étiquette. Est-ce qu'on s'appelle hypnothérapeute? Est-ce qu'on s'appelle praticien en hypnose? Est-ce qu'on s'appelle hypnotiseur, hypnotiste? Alors toi, évidemment, tu es thérapeute familial, donc tu es, ouais, étiqueté thérapeute. D'ailleurs, je me demande si les formations que tu as suivies sont diplômantes ou certifiantes. On sait que psychothérapeute, aujourd'hui, c'est un terme réglementé et qu'il faut être très vigilant à respecter la loi à cet endroit-là. Il y a un psychopraticien, il y a des manières de contourner qu'on peut d'ailleurs, je sais pas, on peut ouais. en penser plein de choses. Euh, Toi, comment tu te définis personnellement? Et puis, vu que toi, tu as, un parcours particulier ou peut-être que tu peux légitimement t'appeler thérapeute, ça te concerne moins, mais pour les hypnos que tu as formés, est-ce que tu as une forme de recommandation sur justement l'étiquette qu'on peut choisir pour pouvoir accompagner nos clients de manière saine et sereine en reflétant du mieux possible ce qu'on fait. C'est vrai, ce qu'on fait, je sais pas, l'accompagnement en hypnose où on se focalise plus sur l'outil, la technique hypnotique, ou est-ce qu'on est plus un thérapeute qui se focalise sur, ouais, sur l'accompagnement thérapeutique? Je trouve il y a un Ouais. peu un flou à C'est cet toujours endroit. un peu compliqué, et puis je pense que ça dépend aussi du bagage de chacun. Et tu vois, on est tous les deux formateurs. Bah, des fois, il y a des personnes qui aiment se former à l'hypnose, qui sont psychologues à côté et tout ça. Bon, bah, là, la question, elle se pose pas. Ils peuvent se définir un peu comme ils veulent, quoi. Si effectivement, c'est une reconversion et tout ça, peut-être que praticien en hypnose, ça marche très bien. Tu vois, comme formule ou hypnologue, de plus en plus, on entend ça. Mais Hypnologue, moi je effectivement, l'utilise entre pairs parce que je trouve qu'il y a un côté chouette dans le sens. Alors, il y a une petite confusion, c'est qu'hypnologue, c'est aussi une spécialité médicale, c'est les ouais, médecins experts du sommeil. Donc, mais visiblement, il me semble qu'il y a eu en tout cas des cas de jurisprudence où c'est un terme. Quand le cadre est clair et que c'est pas de la pratique de la médecine du sommeil, on peut s'appeler hypnologue. Ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a le côté hypno qui fait un peu rêver, l'hypnose, et puis le logos, le côté plus analytique, plus dans la compréhension. Et c'est un terme que j'aime bien utiliser pour des gens qui connaissent. En revanche, pour le grand public, pour se présenter à ses clients, hypnologue, c'est quelque chose que j'utilise peu personnellement parce que j'ai l'impression que c'est pas clair en fait dans l'esprit des ouais. gens, quoi. Tu utilises quoi du coup? Hypnothérapeute. Hypnothérapeute. Ouais. Euh, j'ai l'impression que le focus sur l'hypnose, praticien en hypnose, hypnotiste, hypnotiseur, ou hypnotiseur, souvent c'est plus hypnotiseur de spectacle d'ailleurs, euh, ça, ça met beaucoup l'accent justement sur l'outil. Euh, et et j'ai l'impression que c'est un peu aride. C'est-à-dire Mm. que, je sais pas, il y a des gens, c'est un exemple que j'ai repris dans pas mal d'interviews, j'espère que c'est pas trop redondant, mais euh, des gens qui ont besoin.
de créer l'alliance et de créer la confiance avant de pouvoir s'autoriser à rentrer en hypnose. Et parfois même l'hypnose va venir comme une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que le travail thérapeutique de confiance et de réassurance dans la relation, notamment, je pense, j'ai toujours le même exemple d'une jeune femme qui a été abusée et qui vient se mettre toute seule dans une pièce avec un homme pour faire de l'hypnose. C'est pas étonnant qu'elle fasse pas de l'hypnose super profonde où elle se lâche complètement dès le début, quoi. Et peut-être que une hypnose assez marquée viendra comme la preuve que elle peut être en sécurité et dire non si à un moment elle veut dire non ou dire oui si à un moment elle veut dire oui. Et donc je trouve que le focus presque exclusif sur l'état ou sur la technique me paraît un peu limitant. Mais Mm. je marche sur des œufs et j'espère être suffisamment clair sur mon site et sur mes communications pour que si jamais un jour une réglementation ou un pouvoir régalien, je ne sais pas, venez à explorer, qu'il n'y ait pas de confusion en tout cas sur ce que je propose, notamment sur la pratique illégale de la médecine, quoi. Ouais, ouais. Et toi, ta formation en thérapie familiale et systémique te légitime dans l'appellation Bah, thérapeute. alors, tous les thérapeutes familiaux, bah, on se dit thérapeutes familiaux, effectivement. Maintenant, il n'y a pas il y a pas de diplôme d'État. Ouais. Il n'y en a pas non plus. Mais a priori, ça passe, ça s'appelait quand même thérapeute familial, thérapeute de couple. Et quand on a fait ces 5 années, 4-5 années de formation. Il y a au moins la sécurité, la réassurance d'avoir fait une formation assez longue. C'est Ouais. vrai que c'est difficile de s'improviser thérapeute avec une formation de 30 jours, quoi. En fait, ce qui fait aussi une grosse différence, parce que tu vois, des fois, il y a la question aussi effectivement, de la reconnaissance métier. Et notamment pour les hypnos, puis des fois ça fait débat, est-ce qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance ou pas, et tout ça, quoi. Bon, en tout cas, là, ce qui fait aussi le côté un peu thérapeutique, il me semble, que c'est le travail que le praticien a fait sur lui-même, Hmm. qui est hyper important. Et ça, moi, il me semble que c'est ce qui est le plus important, en fait, presque. Parce que on est tellement potentiellement pris par des enjeux, par notre fonctionnement, nos mécanismes, nos références, que ça va extrêmement vite d'accompagner le sujet en fonction de nous. Hein, d'où en cybernétique de se dire bah tiens on fait partie du truc et on doit se prendre en compte dans l'accompagnement. Et il me semble que faire un travail sur soi permet de limiter la casse, de limiter les risques, euh, on- parce que parfois on va se voir faire. On va se dire oh tiens là ça parle plus de moi que du sujet là. Et, et ça permet d'avoir des bip bip, des alertes. Et ça me semble hyper important, le travail sur soi, à ce niveau-là. Et D'être au clair, ça veut pas dire d'avoir tout réglé, ça veut dire d'être à peu près au clair sur ce qui se joue, quoi. Sur ce qui nous anime, hein, sur ouais, d'où on vient. d'où on vient, nos structures et comment elles peuvent entrer en résonance avec certaines structures, j'en sais rien, moi, des mécanismes de sauveur avec des mécanismes de victimes, et triangles de Ouais, c'est ça. Karpman et des trucs comme ça. Euh, Est-ce que tu es en train de dire que quand les gens se forment en thérapie systémique de couple ou familiale, comme l'outil thérapeute fait partie du système, c'est mécanique, on ne peut pas ne pas on ne peut pas ne décidément double négation, travailler sur soi pour pouvoir faire ce métier, donc c'est une évidence. Alors que dans les formations que j'ai faites en hypnose, c'était souvent recommandé, Mm. mais c'était pas un prérequis d'avoir fait un travail sur soi. Euh, tu vois une différence ou tu penses que même un hypnose, En fait, juste hypno, ouais. vu comment les formations de thérapeutes familiaux sont organisées, ça devient difficile de ne pas faire un travail sur soi. C'est quasiment impossible, en fait. Ou alors, faut être costaud, quoi. Tu vois. Et Mais dans c'est dans quand la même plus difficile formation dans la formation. parce que justement, il y a une Maintenant, confusion. Je sais pas, en formation en hypnose, moi je dis toujours, on n'est pas là pour faire votre thérapie. C'est normal si à force de faire de l'hypnose, ça va vous faire bouger. Néanmoins, la thérapie personnelle, l'accompagnement, la connaissance de soi, la connaissance de ses structures, l'exploration, c'est pas le cadre pour la faire. Là, c'est un cadre d'apprentissage. c'est ça, c'est que en fait, les formations, souvent, vont faire le focus sur quelques trucs, et après, c'est la responsabilité de chacun d'aller le travailler ou pas. Et, mais, mais c'est vrai que ces formations-là, bah, qui sont un peu plus longues pour le coup, euh, bah, amènent tellement de réflexion sur ses propres mécanismes, sa propre famille, que bah, ça participe, ça aide en tout cas à faire un travail quand même personnel quoi, là-dessus, quoi.
Mais en tout cas, voilà, moi, il me semble que c'est important pour un thérapeute de bosser sur soi, en fait, tout simplement. Que ce soit Ça me systémique, semble tellement essentiel. que ce soit systémique ou hypno, plus Ouais, quelle que hypno-hypno, soit quoi. l'approche, hein, quelle que soit l'approche, mais c'est notre responsabilité, quoi. On sait que de toute façon, on va faire partie du truc et qu'à un moment donné, nos mécanismes vont s'inviter dans la séance. C'est une certitude. Partant de là, soyons respectueux des sujets, je pense, et, et si on peut leur épargner nos problèmes, c'est pas plus mal, quoi. Et du coup, tu dis en filigrane, et c'est un truc qui me touche d'autant plus que quand moi j'étais plus jeune praticien, je pense que j'avais un peu des angles morts à cet endroit-là, une illusion de toute puissance, comme j'ai eu, je sais pas, de la chance d'avoir une famille plutôt aimante et je pensais que j'avais pas de problème. Et donc j'ai mis longtemps à aller en thérapie et j'ai mis longtemps à aller en supervision aussi. J'ai l'impression que ces deux éléments, on l'a pas encore nommé, la supervision, mais je projette sur ce que tu viens de dire que à la fois nettoyer un peu le terrain. De chez soi, avoir une meilleure connaissance de ces structures pour éviter de plonger tête baissée et aveugle de ces mécanismes, c'est pas mal. Et avoir un ou des référents pour pouvoir venir éclairer justement bah, les accompagnements où il peut y avoir ce genre d'enjeu pourrait se réactiver ou des difficultés. Euh, Maintenant me paraît totalement évident, essentiel. J'aurais envie de un peu de mettre des claques aux plus jeunes thérapeutes, aux plus jeunes accompagnants que j'étais, mais bon, après, ça fait partie de mon chemin, c'est pas grave. Des claques et beaucoup de tendresse aussi, tout va bien, mais, mais ça fait partie des choses que j'aurais aimé peut-être percevoir plus tôt. On réécrit pas l'histoire, c'est comme ça. Euh, c'est pas vraiment une question, mais c'est de voir si tu confirmes en tout cas l'aspect thérapie et l'aspect supervision quand on est accompagnant, quoi. C'est hyper important. Le côté thérapeutique, il n'y a peut-être pas besoin de le faire tout le temps non plus. Enfin, je veux dire, une fois qu'on est à peu près au clair sur ce qui on est, c'est déjà pas mal. D'accord. La supervision, c'est différent et ça me semble archi essentiel quand on fait de l'accompagnement et qu'on en fait notre métier. Euh, Moi, je supervise beaucoup les praticiens. Et c'est hyper important parce que le rôle du superviseur, c'est vraiment d'aller comprendre qu'est-ce qui fait que cette situation, cette séance, cet accompagnement pose entre guillemets problème ou bah, pour l'accompagnant, le thérapeute, quoi. Et sans rentrer dans le détail et sans faire de la thérapie, finalement, on va aussi aller décoder les mécanismes en jeu. Qu'est-ce qui fait que le praticien il bloque? Qu'est-ce qui fait que ça vient résonner de telle ou telle manière chez lui? Et notre travail à ce moment-là de superviseur, il est d'amener les praticiens à percevoir de quelle manière euh, il y a quelque chose en eux qui s'est activé dans la séance et qui a peut-être participé au blocage ou au fait que ça puisse être difficile. Donc ça, c'est important. Alors je dis pas non plus que c'est systématique et qu'à chaque fois ça vient du thérapeute, mais en tout cas ça peut venir du thérapeute et c'est important d'aller explorer cette piste-là. Et puis ensuite, la supervision, une fois qu'on a pu voir ça, ça permet aussi de travailler les stratégies d'accompagnement. Tu vois, et de se dire, bon, bah, tiens, maintenant, partons de ce truc-là, sachant que cette personne-là, elle a tendance à raisonner de telle manière pour toi. Hmm. Dire, on a tous vécu des séances où on se dit, ah non, ce patient-là, j'espère qu'il va annuler, j'ai pas envie de le voir. Ça arrive à quasiment, bah, il faut faire hyper gaffe. Parce que à ce moment-là, on risque d'être dangereux pour le sujet. Parce que avec nos outils du recadrage et tout ça, on pourrait vite avoir tendance à aller faire des petits recadrages bien salés ou bien piquants au sujet pour décharger notre propre tension interne. Et en fait, on est en train de se rendre service à nous-mêmes à ce moment-là, mais on est en train de créer de la souffrance chez le sujet. Donc, c'est hyper important d'être vraiment au clair sur ce qui se joue en nous. C'est un point qui me tient vraiment à cœur. Le travail personnel du thérapeute et pour être pleinement au clair sur pourquoi on fait tel truc et qu'est-ce qui se joue en moi à ce moment-là quand je suis face à telle situation. On est tous confrontés, parce qu'on est juste des humains, on est tous confrontés à des situations qui vont venir nous percuter. Euh, Bah à ce moment-là, il faut être au clair que c'est en train de nous percuter et que c'est en train de modifier notre posture, notre position. Euh, on n'est pas des surhommes, quoi. On n'est pas des super-héros. On fait bien ce qu'on peut. Et, mais il faut qu'on soit conscient qu'on fait ce qu'on peut et que bah, on a aussi nos failles. Et le truc,
je pense que tout hypnose sait qu'on peut vite avoir tendance à mettre des choses et à les cacher et à les rendre un peu inconscientes. Et c'est aussi un risque. Il me semble que euh, être suivi en supervision, ça permet de freiner ces risques-là. Parce que bah, le rôle du superviseur, c'est celui-là, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé pour le thérapeute. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il a bloqué alors qu'il ne bloque pas avec les autres personnes, quoi, tu vois. Et, Génial. Je suis un peu embêté parce que j'ai une question qui fait un peu machine arrière. On respectera la pensée un peu en arborescence qui m'anime. Et j'espère que c'est audible pour les gens qui sont avec nous. J'avais eu la chance, je me suis offert l'opportunité, mais de faire une séance de supervision avec Giorgio Nardone. Et je l'avais questionné. Donc Giorgio Nardone, c'est un des grands porteur contemporain de la thérapie stratégique. Et je l'avais questionné sur l'articulation avec l'hypnose. Et lui, il m'avait répondu de manière extrême, j'ai trouvé, en disant que les deux approches étaient incompatibles. Euh, comme si en thérapie stratégique, voilà, ça avait plus de la prescription de tâches pour venir déstabiliser, utiliser les mécanismes du système pour qu'il se retourne un peu contre lui-même. Quand en hypnose, on allait plus faire de la suggestion. J'ai l'impression aussi, tu me diras ton éclairage, que Erickson, il est séminal hein, pour toutes ces approches. C'est quand même, bon, c'était probablement un des grands génies de l'accompagnement du XXe siècle et même de l'humanité. Euh, il semblerait que certaines personnes se sont questionnées sur sa capacité à justement faire des prescriptions de tâches que les gens suivaient. Parce que faire une prescription de tâches, surtout paradoxale, demander à la personne d'avoir son problème volontairement, il faut quand même une sacrée relation et un sacré engagement du client vis-à-vis du thérapeute ou du patient si on est accompagnant médical. Et alors, j'ai pas vérifié encore, mais je sais plus, j'ai eu cette idée que j'ai entendue que Erickson, il travaillait un peu aux deux niveaux. C'est-à-dire qu'il pouvait faire la suggestion à un niveau inconscient. Alors, tiens, vous allez avoir une envie bizarre d'aller regarder les brins d'herbe, et puis après de le demander consciemment de le faire. Donc, je crois que lui, il le faisait de manière intégrée. Je projette dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui, et merci beaucoup pour tout ça, que tu as réussi à proposer une approche assez intégrative de ces approches. Tu le confirmes, et ouais. quels sont tes points de repère par rapport à ça? Ouais, et puis tu vois, par exemple, tu prends l'exemple de Nardone. Alors effectivement, là, moi je rejoins pas Nardone là-dessus. Je pense que c'est complètement compatible et au contraire. Par exemple, il y a plein de prescriptions de tâches qu'on pourrait donner aux gens, mais qu'on peut préparer en hypnose. Tu vois, préparer la personne à la prescription de tâches. Et moi, ça peut m'arriver dans mes accompagnements. Par exemple, je sais pas, bah, quelqu'un qui aimerait bien adopter une nouvelle place dans sa famille ou une nouvelle posture, réussir à nommer les choses ou à faire en sorte que une expérience puisse être vécue différemment au sein de sa propre famille. Il suffit pas de faire des prescriptions de tâches, il me semble, tu vois. Mais des fois, de préparer les gens à ça, à comment ça va se passer, c'est limite hein, comme le coaching de sportifs de haut niveau, quoi, tu vois. Mais de les préparer émotionnellement, de les préparer mentalement, de faire des projections, et puis effectivement, de pouvoir faire ces prescriptions, bah, faites ci, faites tel truc. Mais si on les a préparés en hypnose avant, il me semble que ça marche encore mieux nos prescriptions. Et moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça, en tout cas. Mais les prescriptions de tâches, généralement, je les ai préparées. Quand je les fais, c'est que je- l'idée, c'est qu'elles marchent quand même. C'est ballot si ça fonctionne pas, quand même. Après, je crois que si ça fonctionne pas, c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est joué, puisque du coup, on est Ouais, toujours dans les automatismes de la personne. C'est jamais un échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, nous disent les ouais, PNListes. Donc, je pense pour ceux qui nous écoutent, d'être aussi tranquille par rapport à ça. S'il y a quelque chose qui a empêché que la personne mène à bien la prescription de tâches, c'est souvent un matériau thérapeutique très utile aussi. C'est passionnant, on se rapproche de la fin du temps qu'on avait imparti. J'ai deux petites questions, si c'est OK pour toi, pour préparer la fin de l'entretien. Tu nous as déjà donné plein de pépites. J'aime bien demander aux personnes que j'interviewe si jamais il y aurait un ou deux conseils, peut-être pour des gens qui sont en train de se former ou qui pensent à se former. À vrai dire, probablement que ça peut être valable pour des gens qui ont un peu plus de bouteilles dont toi, tu aurais aimé peut-être profiter plutôt dans ton apprentissage et ton évolution. Et je te donne la deuxième question, comme ça te permet aussi de t'y préparer. C'est si jamais il y avait un sujet ou une question que tu aurais aimé que je te pose, quelque chose qui peut-être te semble avoir manqué ou qui aurait été important de souligner. Comme ça te laissera le mot de la fin avec, j'espère, quelque chose de particulièrement intéressant et important pour toi. ok. Parce que moi, ce que j'aurais peut-être voulu avoir
Euh, c'est qu'on m'enlève, je pense, de la pression de réussite. Et en Ok. tout cas, je trouvais que dans les centres de formation, et pour avoir été formateur, je pense que même moi, j'ai été dans ce rôle-là, malheureusement, c'est de mettre un enjeu de réussite auprès des praticiens. Et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être un peu trop, un peu freinants par moment. Il y a quand même ce truc de un peu de toute puissance, des fois, de l'hypno, tu vois, où on doit réussir vite, on doit être bon, et puis ça doit aller vite, 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 vite. Tu parlais de Nardone tout à l'heure, dans la plupart de ses bouquins, là, pour le coup, je le rejoins. Il dit la thérapie brève, on se compte 10 séances, 15 séances quand même. Et je crois que ça, je l'avais pas suffisamment en tête au départ. Et moi, ce que j'aime bien dire maintenant aux praticiens, c'est euh, pour aller vite, prenez le temps, quoi. Mais c'est et voilà, tranquille. Je crois que c'est. J'ai pas retrouvé le texte, mais j'avais entendu que légalement, thérapie brève, c'est moins de 2 ans. Alors, je sais même pas si c'est Ouais, légalement, mais c'est à en peu tout près cas, ça. c'est pas 2 séances, quoi. Non, non, J'ai non. un Alors très bel effectivement, des fois, il y accompagnement. a des accompagnements qui se font en 2 séances qui sont très rapides, mais parce qu'en fait, les gens, ils avaient juste besoin d'un petit coup de main, il fallait juste appuyer sur le bouton, entre guillemets, et puis ça va très vite. Quand il y a des choses qui sont beaucoup plus costauds, plus lourdes, je pense de l'inceste ou des choses comme ça, qui sont du trauma, de la famille et du machin, ça se fait pas en 2 séances, c'est pas vrai. Et je pense que, tranquille. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux praticiens qui se forment actuellement, ok, vous avez du temps quand même devant vous. Et alors, Et au contraire, à la limite, c'est sérieux, prenez le temps. comment, bah, c'est pas un piège, mais j'espère que je te prends pas trop par surprise. Comment communiquer sur, parce qu'on est plutôt avec un public d'hypno qui nous écoute, communiquer sur la puissance de l'hypnose, qui a aussi cette aura de changement très rapide, et j'ai l'impression que ce serait dommage de la priver ou de la neutraliser, entre guillemets, en disant non, les choses prennent du temps. Donc arriver à faire rêver les gens, c'est un peu la formule qui s'installe en moi depuis quelques interviews, arriver à faire rêver les gens mais sans vendre du rêve, arriver à pouvoir promouvoir parfois des changements spectaculaires, mais sans se mettre la pression, parce que parfois cette attente-là fait que un changement progressif peut être même, comment dire, annihilé, parce que la personne, elle fumait 20 clopes, elle voulait en fumer zéro, elle est passée de 20 à 8, et 8, c'est pas zéro, tu vois. Euh, Il y a plusieurs trucs. Déjà, je pense que oui, c'est vrai que c'est. Et puis en plus, je suis convaincu que l'hypnose, c'est magnifique. Et que c'est un outil qui est génial et qui, des fois, on l'a tous vécu, des fois, c'est bluffant quand même. Et je te rejoins, le côté un peu magique, un peu beau, un peu rêve, il faut le préserver, ce truc-là. Maintenant, peut-être qu'on a aussi une part de responsabilité avec les gens qu'on accompagne et de leur dire oui, ça peut changer très vite. Et il y a des choses qui viennent de vous-même, avec vous-même, et ça peut aller très très vite. Et ça, c'est vrai. Pour ce qui est de l'ordre de ce qui se joue à côté, bah, ayez en tête que des fois, les autres, ils vont avoir un coup de retard sur vous. Moi, c'est ce que je dis des fois aux gens. Je dis, vous changez et vous attendez que vos proches, ils changent aussi vite que vous. Mais vous avez démarré le travail avant. Et en plus, eux, ils ne sont pas suivis. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un effet retard. Donc, moi, je vais pouvoir peut-être continuer de vous accompagner le temps que eux aussi ils continuent de bouger pour que vous puissiez vous adapter. Ça n'enlève rien à la magie de l'hypnose. Au contraire, c'est parce que ça va vite hmm. que bah, le système derrière, ils sont un peu longs au démarrage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Yes, l'approche systémique, en tout cas, donne une narration, une histoire où ça fait sens que ça puisse prendre du temps. Et si on est sincère, même en intrapersonnel, Ouais. parfois ça prend du temps aussi, hein. Ouais, parce que c'est un processus. Ouais, Et des fois, on a besoin de passer par différentes étapes. Mais chaque étape peut aller vite. Mais s'il y en a beaucoup, bon, bah, on se les fait une par une, quoi. Mais super, merci du fond du cœur. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, euh, une idée, un sujet, quoi que ce soit, où tu te dis, tiens, ça, j'aurais aimé qu'il me pose la question, ou ça me paraît important non, ben en fait, c'est tellement vaste et c'est tellement passionnant que ben, moi, on pourrait parler encore pendant des heures, hein, Adrien. Mais c'est juste qu'on est pris par le temps parce qu'effectivement, j'espère en tout cas que bah voilà, que ça a pu apporter des choses et des éclairages en tout cas, que c'était pas trop brouillon parce que je sais que ça va dans plein de directions différentes. C'est le côté un peu systémique du truc et c'est pas évident de vulgariser autant d'approches comme ça en une heure. Mais j'espère que j'ai j'ai réussi à apporter quand même quelques trucs. Mais en tout cas, bah, moi, c'est un plaisir. Et puis merci de m'avoir laissé, m'avoir offert cette possibilité d'échanger avec toi. C'est vraiment un plaisir.
Bah écoute, c'est une vraie joie. Moi, j'ai peut-être une petite malédiction du savoir, c'est que je connais un peu. Donc voilà, je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu as partagé. Merci du fond du cœur pour ça. Ça me ressemble aussi, le côté où on se laisse un peu porter. Donc en tout cas, je crois que les gens qui nous écoutent, s'ils me connaissent, c'est normal. Et puis s'ils me découvrent, s'ils nous découvrent, j'espère que c'était quand même aussi riche que ça m'a paru. Et évidemment, le but, c'est pas d'arriver à des conclusions ou de faire de la formation en 1 heure. Par contre, c'est d'apporter des éclairages et des inspirations. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en tout cas, j'encourage les gens qui nous ont écoutés, n'hésitez pas, si ça éveille des questions, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager. N'hésitez pas à nous interpeller avec Olivier. Je crois que vous avez senti qu'on était plutôt passionnés, que ça venait du cœur et que, voilà, on a aussi une vraie volonté de pouvoir partager, rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc, j'espère que je ne m'avance pas en disant qu'on sera ravis de pouvoir continuer les échanges, même sur d'autres formats, si ça se Mais présente. oui, carrément, c'est bien sûr. Et puis s'il y a des questions, bah, même par mail et tout ça, c'est complètement faisable. Ouais, c'est avec grand plaisir. Génial. Ben, merci encore infiniment du temps que tu nous as accordé, de toute ton expérience et ta sagesse que tu nous as partagée. Euh, je- Merci à toi. j'ai hâte qu'on puisse poursuivre tout ça. Et d'ici là, je te salue bien amicalement. Et puis, merci beaucoup aussi à tous nos auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés aujourd'hui. À bientôt.